Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais prendre simplement quelques minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'est la causerie mathématique ou ce qu'on appelle également le bavardage mathématique. D'abord, c'est important de situer en fait le lien avec les compétences de notre programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est sûr que la causerie mathématique s'insère dans le développement de la compétence 3 qui est communiquée à l'aide du langage mathématique. C'est une compétence du programme qui n'est pas évaluée. Donc, on a tendance des fois à la mettre un peu de côté. Par contre, il faut l'utiliser dans le sens où elle prépare les élèves et elle leur permet de bien développer les deux autres compétences qu'on évalue, qui sont la compétence raisonner et la compétence résoudre. Donc, on insère vraiment la causerie mathématique comme étant une compétence à développer pour mieux développer les deux autres compétences. Donc, la communication en mathématiques, là, vraiment, elle est primordiale. Elle permet à l'élève là, de vraiment renforcer ses apprentissages. D'ailleurs, on le sait, hein, quand un élève est capable de résumer dans ses propres mots, de l'expliquer à un ami de la classe ce qu'il a compris, de le vulgariser, ben à ce moment-là, on voit là, que la compréhension atteint un niveau plus élevé. Là. Il l'intègre, il va être capable aussi de faire des liens avec d'autres concepts mathématiques et de prendre ce qu'il a compris puis de l'investir dans d'autres contextes où il doit utiliser certaines stratégies, par exemple en mathématiques. Donc, voilà. La causerie mathématique, donc c'est ça, on l'appelle également bavardage. Vous allez en entendre de plus en plus parler parce que c'est une approche qui a fait ses preuves. D'ailleurs, en 2019, il y a eu le RIM en mathématiques que le gouvernement du Québec a mis sur son site internet, là, qui est un document public pour tout le monde. Le RIM, c'est le référentiel d'intervention en mathématiques. Donc, à l'intérieur du RIM, c'est un document qui a quand même 62 pages, mais on parle beaucoup de la causerie mathématique et je vous ai mis là une petite citation là, du RIM qui dit que la causerie est une discussion de groupe de 5 à 15 minutes autour d'un problème de calcul mental qui a été judicieusement choisi par l'enseignant. Donc, de 5 à 15 minutes, c'est vraiment ce qui est conseillé pour pouvoir garder l'intérêt des élèves, pour les engager dans la tâche. Et la causerie mathématique va être vraiment une activité uniquement à l'oral. Donc, l'écriture, c'est l'enseignant qui s'en occupe. C'est lui qui porte cette charge-là de représenter à l'écrit ce que les élèves vont exprimer à l'oral. Donc, je vais un peu plus loin. La causerie mathématique va également permettre à l'enseignant de modéliser de quelle façon on peut laisser des traces de notre pensée mathématique. Donc, c'est très gagnant, là, entre autres, par exemple, pour quand on demande dans les tâches d'évaluation de compétences, quand on demande à l'élève de justifier sa réponse au critère 3, de laisser des traces de sa solution, d'être capable d'expliquer à l'oral ou à l'écrit sa démarche. Donc, on est vraiment dans le développement du critère 3 aussi. La causerie mathématique, ben, c'est une bonne stratégie pédagogique aussi. Elle va consolider la compréhension conceptuelle, puis ça va travailler aussi la flexibilité et la fluidité. On parle beaucoup de flexibilité et de fluidité dans le RIM parce que on sait maintenant que pour être bien compétent en mathématiques, c'est essentiel de développer une flexibilité. Ce qu'on entend par là, c'est-à-dire que ce qu'on veut dire, c'est, par exemple, je présente un problème à un élève. Est-ce que l'élève est capable de trouver plusieurs solutions possibles pour résoudre le problème, c'est-à-dire plusieurs stratégies, plusieurs démarches, hein? Donc, on aboutit tous au même résultat, mais de façon différente. Le chemin peut être différent pour se rendre au résultat final attendu. Dans certains cas, il peut y avoir des problèmes qui vont être présentés aux élèves où il y a plusieurs mêmes solutions, plusieurs réponses possibles. Ça, c'est doublement intéressant. On travaille encore plus la flexibilité à ce moment-là. Mais dans le cas où on présente un problème à l'élève et qu'il y a une seule réponse possible, ben à ce moment-là, on veut développer plusieurs stratégies possibles, de façon à ce que les élèves réalisent que leur stratégie qu'ils utilisent toujours, elle est bonne. Non seulement elle est bonne, il y a d'autres élèves aussi qui l'utilisent autour d'eux, donc ils sont encouragés. Mais il y a aussi d'autres stratégies qui existent et il n'y a pas uniquement la stratégie que l'enseignant propose, par exemple le processus de calcul conventionnel qui existe, il y en a plein d'autres. Et là, on fait émerger dans notre groupe toutes les façons possibles, par exemple, de faire du calcul mental, par exemple les stratégies de dénombrement au premier cycle,
par exemple, les stratégies pour arriver à résoudre un problème qui intègre des fractions. Donc, comment je vais mettre une image, comment je vais représenter la fraction, donc le développement du sens de la fraction pour ensuite être capable d'aller opérer dessus. Donc, ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la causerie mathématique et vous allez voir, plus vous allez en faire, plus il y a des belles choses qui vont ressortir là, de la part de vos élèves. Donc, maintenant que je vous ai un peu situé comment ça fonctionnait, je vous propose ici d'aller voir les étapes pour l'animation d'une causerie en mathématiques. D'abord, l'enseignant va présenter un court problème, on en a parlé. Le court problème, tantôt on parlait principalement d'équations mathématiques ou de problèmes mathématiques. On peut faire autre chose également avec la causerie. L'important, c'est d'avoir un bon déclencheur. Je vais le nommer comme ça. Donc, le déclencheur pourrait être un nombre, une équation mathématique, pourrait être un problème mathématique, un petit problème comme un gros problème plus complexe, donc un problème plus de l'ordre de la compétence à raisonner dans l'application, ou un problème plus complexe de l'ordre de la situation problème qu'on doit résoudre, ok, un comme l'autre. Donc, on pourrait partir aussi d'une image, d'une photo, d'un texte, d'un album mathématique, un album en français, là, un album de littérature, mais dans lequel il y a des concepts mathématiques qui sont présentés. Et ça peut être un problème qui est familier aux élèves, hein, qui connaissent déjà la structure, ils ont déjà vu des problèmes semblables, ou ça peut être vraiment quelque chose de totalement nouveau. Donc, on va amorcer, puis on va aller faire émerger les connaissances antérieures par la causerie mathématique. On peut, tout est possible. Donc, on peut utiliser la causerie mathématique en début d'apprentissage pour faire émerger des connaissances antérieures, voir ce que nos élèves connaissent, qu'est-ce qu'ils se rappellent, qu'est-ce qu'ils se souviennent, qu'est-ce qu'ils peuvent réinvestir. On peut l'utiliser aussi en cours d'apprentissage pour aller renforcer l'apprentissage puisqu'on veut que nos élèves développent. Puis on peut l'utiliser plus vers la fin de l'apprentissage d'une séquence d'enseignement pour aller valider si nos élèves ont bien compris puis qu'est-ce qui reste à travailler avec eux. Première étape, donc choisir un bon problème et le proposer aux élèves. Deuxièmement, l'élève va laisser une trentaine de secondes aux élèves pour qu'ils puissent individuellement résoudre le problème. Donc, on les laisse réfléchir de façon individuelle. Vous remarquerez peut-être qu'on ne le fait pas souvent en classe. On va poser une question aux élèves, puis tout de suite, on va leur demander de lever la main et répondre, ou on va tout de suite nommer un élève. On sait maintenant que ça vaut la peine de prendre le temps de leur laisser de réfléchir. C'est la même chose pour nous, les adultes. Si on nous pose une question qui est relativement complexe, on aime bien prendre le temps de réfléchir. Donc, deuxième étape, leur donner un temps de réflexion individuel. Troisième étape, on va leur mentionner que le but, ce n'est pas nécessairement de résoudre le problème, mais plutôt justement de réfléchir et de trouver plusieurs stratégies. Donc, on enlève le stress de trouver une solution à tout prix, puis on y va plus dans le comment vous feriez pour résoudre ce problème-là. Étape numéro 4, on va aller préalablement s'entendre sur des signes qui vont permettre à l'élève d'exprimer, de montrer à l'enseignant où il en est rendu dans sa réflexion. Donc, on propose des signes, j'en ai à vous proposer, je vais vous les envoyer. Donc, on utilise le point vis-à-vis la poitrine pour montrer qu'on est en train de réfléchir. Donc, au moment où l'enseignant laisse 30 secondes pour réfléchir, l'élève va mettre un point vis-à-vis sa poitrine, il est en train de réfléchir. Il va lever un doigt chaque fois qu'il trouve une stratégie qui est intéressante pour résoudre le problème qui est proposé. Donc, je peux lever le pouce quand j'ai trouvé une première stratégie et ensuite, je vais procéder de la même façon avec mes autres doigts, ce qui fait en sorte que l'enseignant va voir si l'élève a trouvé plusieurs stratégies, une seule stratégie, ou il est en réflexion, mais il n'en a pas trouvé pour l'instant. Ce que ça fait, c'est que l'élève est engagé dans la tâche. Donc, on veut faire ça. Une autre des raisons pour laquelle on va utiliser le signe, c'est que il y a deux problématiques quand on demande aux élèves de lever la main. Quand un élève va lever la main, les autres élèves vont généralement se désengager de deux façons. La première façon, c'est le découragement. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas trouvé la réponse aussi vite que mes collègues qui ont déjà levé la main. Donc, estime de soi négative, on pense qu'on n'est pas assez rapide. On veut pas ça chez nos élèves. L'autre possibilité, c'est le fait, la démotivation tout simplement. Donc, je me sens pas moins bon que les autres, mais je me dis, bon, les autres ont déjà trouvé la réponse, donc j'ai plus besoin de chercher, je me désengage. Une démotivation. On veut éviter ça, donc les symboles vont permettre que les élèves ne voient pas qui a trouvé une stratégie, deux stratégies, trois stratégies. On enlève l'anxiété, le stress de performance
Et puis là, on les laisse chercher. Vraiment une approche très gagnante. 5e étape, l'enseignant laisse environ 2 minutes aux élèves pour qu'ils partagent en dyade leurs différentes solutions et les diverses stratégies qu'ils ont utilisées pour l'obtenir. Donc là, on va dire, bon, maintenant que vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez utilisé les signes pour trouver plusieurs stratégies, une stratégie. Il y en a peut-être certains parmi vous qui n'ont pas trouvé de stratégie, mais chose certaine, vous avez tous réfléchi au problème. Maintenant, je vais vous demander de vous tourner vers l'ami qui se trouve à côté de vous, votre collègue à côté de vous, et de partager ensemble qu'est-ce que vous avez trouvé. Quand vous aurez partagé, s'il reste du temps, vous pouvez essayer de trouver d'autres stratégies ensemble en équipe. Donc, on va leur laisser un temps en dyade, 2 par 2. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les élèves vont échanger, ce qui va faire en sorte que l'élève qui n'avait pas trouvé de stratégie va en recevoir de son ami, de son collègue. L'élève qui en avait trouvé plusieurs a la chance de pouvoir partager ce qu'il avait trouvé. Et c'est moins intimidant pour l'élève, je dis intimidant, mais c'est moins stressant que quand l'enseignant nous demande tout de suite d'exprimer devant tout le groupe ce qu'on a trouvé. Donc, le partage avec les pairs est vraiment, vraiment intéressant. Étape, ensuite de ça, on va aller, l'enseignant à l'étape numéro 6 va aller animer une petite discussion de groupe, donc c'est l'aspect rétroaction, dans laquelle il va demander aux élèves de partager leur stratégie. Là, ce que je propose de faire, c'est d'aller nommer en premier les élèves qui avaient trouvé peu de stratégies, 1 ou 2 stratégies. On va leur demander à eux d'aller exprimer leur stratégie. L'avantage d'avoir partagé en dyade avant de partager avec tout le groupe, c'est que l'élève va avoir pris confiance. L'élève qui avait trouvé une seule stratégie pense peut-être que sa stratégie n'était pas si bonne. En la partageant avec son collègue, il risque fortement de réaliser que son collègue aussi avait trouvé la même stratégie que lui et qu'elle était bonne, cette stratégie-là. Donc, il va être plus confiant ensuite de la partager en grand groupe. Et je vais terminer avec le partage des élèves qui en avaient trouvé plusieurs. L'élève qui avait trouvé 6 stratégies, c'est lui que je vais aller chercher plus après parce que je sais que lui, il en a trouvé d'autres. Donc, même s'il y en a 1 ou 2 qui ont été nommés, il va être capable d'en nommer d'autres par la suite. Puis là, ça va enrichir la discussion. Je pourrais aussi, comme enseignant, aller noter. En fait, c'est la partie qui est vraiment intéressante, mais qu'il faut que l'enseignant développe une certaine habilité d'aller noter ce que l'élève va exprimer. Donc, à ce moment-ci, lors du partage du groupe, quand l'élève exprime sa stratégie, moi, comme enseignante, je suis écrivaine, donc je vais représenter sur un tableau, une feuille, le TNI, ce que l'élève est en train de m'exprimer de façon le plus juste possible et je dois rester neutre. Donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où est-ce qu'on va encourager, ah oui, c'est une belle stratégie, bravo, t'en as trouvé une, là, on reste neutre. On écoute l'élève et on essaie d'écrire ce qu'il est en train de nous dire. Et si les élèves sont d'accord avec sa stratégie, il va avoir un signe qu'ils vont pouvoir faire pour exprimer que ça, pour eux, c'est aussi une bonne stratégie. Donc, on est plus dans l'esprit de « il existe plusieurs stratégies et pour toi, quelle serait la bonne stratégie à utiliser en fonction de toi, ce que tu es habile en mathématiques en ce moment et ce que tu comprends en ce moment. » Peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 2 mois, tu utiliseras d'autres stratégies qui ont été nommées. Pour l'instant, quelle stratégie qui est bonne pour toi? Laquelle te permet de faire le moins d'erreurs possible? Donc, l'élève qui a de la difficulté à dénombrer, il y a des stratégies qui ne seront pas bonnes pour lui parce que ça va engendrer trop d'erreurs possibles. Il est mieux de continuer à dénombrer puis de développer des stratégies de dénombrement qui vont l'aider à faire moins d'erreurs. Donc, l'élève qui est très fort en calcul mental n'utilisera pas les mêmes stratégies que l'élève qui a de la difficulté à mémoriser ses tables, ses faits numériques. Donc, on y va vraiment dans, voici toutes les stratégies. Toi, où est-ce que tu en es rendu? Qu'est-ce que tu peux expérimenter? Et essaie de nouvelles stratégies aussi. Je termine en vous disant que, à la fin de la discussion du groupe, l'enseignant va aider les élèves à analyser un petit peu les stratégies qui ont été présentées. Parce qu'il y a quand même des stratégies qui vont être mieux adaptées à certains problèmes. Si on a un problème avec des grands nombres, peut-être que la stratégie d'utiliser les doigts pour dénombrer ou des jetons du petit matériel, va être moins efficace que la stratégie de faire des regroupements, de décomposer un nombre mentalement, de faire des paquets de 10 avec du matériel ou sans matériel. Donc, il y a des stratégies qui demeurent quand même plus efficaces selon le niveau de vos élèves. Donc, on propose toutes les stratégies, on les fait découvrir aux élèves, on les encourage à voir lesquelles seraient les mieux pour eux, puis on met un peu l'emphase sur les stratégies qui sont
plus efficace.